Bonjour et bienvenue à tous. Salut David, merci d'être avec nous pour ce webinaire aujourd'hui. Bonjour Laurent, merci pour ton invitation. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur personnellement, parce que je mène des petits combats au jour le jour sur ce sujet. On va parler de la viande rouge et on va découvrir la vérité sur la viande rouge et l'intérêt de la viande pour notre immunité, surtout dans le cadre d'une maladie auto-immune. Alors on va parler vraiment du spectre large, mais moi parfois je vais essayer de revenir un petit peu sur les maladies auto-immunes. Je sais que c'est pas ta spécialité, David, mais je me permettrai parfois pour peut-être combler un petit peu les manques autour de ça à certains moments. Mais voilà, l'idée c'est d'en découvrir plus sur toi, ta passion, qui est de travailler avec des éleveurs qui élèvent de la viande de qualité en plein air, nourrie à l'herbe, et de comprendre pourquoi tu t'es pris de passion pour ça. Donc on va se lancer. Alors n'hésitez pas à nous laisser des messages dans le chat, hein, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on répondra à vos questions dès qu'on pourra, donc ça sera avec plaisir. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, ce webinaire ou ce talk santé se fait dans le cadre de Bien-être auto-immune. Bien-être auto-immune, c'est la première plateforme francophone d'éducation et de soutien pour les maladies auto-immunes. On a tout un tas de ressources. Pour ce qui est de ressources gratuites, on a le blog, on a des e-books qui vous permettent de découvrir un petit peu plus sur notre approche qui est l'approche du protocole auto-immune. On a fait aussi un e-book sur les maladies auto-immunes, sur le recensement des maladies auto-immunes parce qu'on se retrouve tellement de fois perdu dans le vrai diagnostic ou en tout cas dans la définition de la maladie ou du diagnostic qu'on nous a posé. Donc on a voulu éclaircir un petit peu tout ça pour vous et vous pouvez nous rendre sur notre site internet dans la rubrique e-book pour trouver tous nos petits e-books. On a aussi une newsletter mensuelle où on référence plein de choses autour des maladies auto-immunes. On va vous présenter les webinaires du mois. On va vous présenter aussi des actualités d'acteurs en fait qui se trouvent dans le monde de maladies auto-immunes. Le but c'est vraiment de mettre en lumière un maximum de ressources pour vous aider. On travaille aussi avec des praticiens. Donc eux, ils ont plein de ressources aussi. Ils font des événements, ils font plein de choses. Donc on s'efforce à partager toutes ces choses-là pour vous. Voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux Bien-être auto-immune ou @bien-être auto-immune et sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, on est présent et vous pouvez scanner ce QR code pour vous inscrire à la newsletter. Voilà, et comme ça vous serez tenu au courant de tous les prochains webinaires. Pour ce qui est des fondateurs ou des fondatrices de Bien-être auto-immune, donc Anaïs n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais j'aimerais quand même la présenter. Donc c'est ma collaboratrice. On a toutes les deux fondé Bien-être auto-immune l'année dernière parce qu'on a toutes les deux vécu une histoire très similaire où on a été diagnostiqué d'une maladie auto-immune. Pour sa part, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Pour la mienne, c'est la spondylarthrite. Pourtant, on a des histoires, voilà, très très similaires où on a eu quelques mois d'errance médicale, où ça a été un petit peu compliqué avec beaucoup de souffrance. On pouvait toutes les deux pas marcher. Beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue chronique, de brouillard mental et tous les symptômes qui viennent avec. Et on a réussi à retrouver la santé grâce à une approche holistique, à une approche de médecine fonctionnelle ou pour la part d'Anaïs de naturopathique. Et c'est-à-dire qu'on a changé notre mode de vie, notre alimentation, et c'est là qu'on a vraiment compris qu'on pouvait être acteur de notre santé. Et moi, personnellement, ma vie s'est transformée. Je suis passée clouée au lit à devoir faire le deuil de ma vie à l'âge de 23 ans à vivre une vie pleine d'aventures et vraiment la vie de rêve dont je pensais que j'aurais jamais eu le droit d'avoir cette vie-là. Donc je voulais partager ça avec le monde entier et on s'est mises toutes les deux pour à se dédier pour ce projet, donc bien-être auto-immune, pour vous apporter les ressources qui nous ont aidés nous dans notre parcours. Voilà. Alors David, est-ce que je peux te laisser te présenter? Je pense que tu ferais un meilleur travail que moi, même si j'ai mis des petites notes sur ta slide. Ok, bah écoute, ça va aller vite. Je suis David, j'ai toujours été entrepreneur. Il y a 5 ans, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Limitless Project pour essayer de comprendre quels étaient les déterminants de la performance humaine.
au micro duquel j'ai reçu des scientifiques, des médecins, des athlètes, des entrepreneurs, des nutritionnistes qui m'ont alerté sur les niveaux de carence de la population générale. Et ça m'a donné l'idée de créer Féroce, et notamment un steak haché qui est composé à 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et à 20% d'abat. Donc il y a une petite portion de foie de bœuf dedans, euh, 23 grammes pour être exact, qui équivalent à peu près à 4 kilos de légumes en vitamines et minéraux. Et puis à côté de ça, je me fixe des petits défis de temps en temps d'ultra trail un peu extrêmes en Ouais. autonomie. Et j'ai deux merveilleuses filles dont on a eu l'occasion de parler avant de démarrer cet enregistrement, que j'emmène en ce moment tous les soirs nager dans le lac en bas de chez moi à Évian. Ah, ça a coupé pour moi. Je sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? Oui, moi je t'entends parfaitement. Je te vois. Ah, c'est bon. Bah, ça doit être de mon côté alors, parce que je te voyais plus et ça avait complètement coupé. Ok. Bah super. Bah merci pour cette présentation. Excuse-moi, t'avais fini du coup parce que vu que ça a Oui, tout à coupé. fait. Tout à fait. Ouais. En fait, tu sais quoi? J'ai repensé à quelque chose aussi parce que tu m'as posé la question. Je vois que tu es hyper passionné de l'alimentation et de la nutrition en général, mais aussi pour ce qui est de nos enfants et pour ce qui est de la génération future. Et il y a pas mal de posts sur LinkedIn aussi que tu fais. En tout cas, tu véhicules pas mal d'informations autour de attention, faites attention pour vos enfants. Et tu m'avais posé une question quand on s'était vu la dernière fois et tu m'avais dit qu'est-ce que tu donnes? Attends, comment tu me l'avais posé cette question? Mais est-ce que tu donnes des trucs bizarres à tes enfants ou qu'est-ce que tu donnes à tes enfants qui est le plus étonnant? Parce qu'on dirait que c'est vraiment quelque chose, un sujet qui te passionne autour de l'enfant. Et je te comprends parce que moi c'est pareil. Je suis vraiment hyper fière de faire manger du foie de morue à mes enfants, des sardines le matin et du steak haché féroce. Et donc pourquoi pour toi c'est quelque chose d'aussi important et que tu communiques autant là-dessus? Bah, parce que j'ai l'impression que les enfants, ils n'ont pas leur libre arbitre, en fait. C'est leurs parents qui font des choix pour eux. Et pour autant, ces choix vont conditionner tout le reste de leur vie. On sait par exemple que le fait d'avoir une alimentation trop riche en sucre ou en produits transformés, transformés, va modifier leur microbiote et donc potentiellement leur donner plus envie de sucre une fois qu'ils seront grands. Et par ailleurs, si ils développent potentiellement du surpoids, ils vont avoir tout un tas de cellules adipeuses qui vont se créer. Et c'est un petit peu comme des tiroirs qui demandent qu'à être remplis. Donc même si après ils ont entre guillemets une alimentation qui est correcte et bien équilibrée, ben, ils auront toujours plus faim que la normale. Et donc pour toute leur vie, ça sera un Ouais, combat. Ça sera un combat parce que leur microbiote leur donne des signaux intellectuels leur donnant envie de manger des burgers et des glaces, et parce que leurs cellules adipeuses leur envoient ces mêmes signaux pour leur dire j'ai faim, il me faut du sucre. Donc quelque part, c'est un petit peu mhm, les condamner à un combat pour toute leur vie, alors même que ben, je pense qu'en tant que parents, l'une de nos responsabilités, c'est d'essayer de donner les meilleures chances possibles à nos enfants pour qu'ils aient une vie heureuse et épanouie. Et je trouve que j'ai l'impression que on parle beaucoup de nutrition aujourd'hui et pourtant on banalise le fait d'acheter des sodas, ouais, tu vois, de dire ah bah tiens bah c'est juste un verre de coca et puis après c'est juste une glace et puis après c'est juste des bonbons etc. Et puis en fait mis bout à bout c'est juste bah ils bouffent que des calories vides ultra transformées toute la journée et ça a un véritable impact. Et c'est facile de s'en rendre compte, tu vois. Moi, je te dis que j'habite à Évian, donc j'ai la plage en bas de chez moi. Euh, je suis sidéré par le nombre d'enfants en surpoids mhm, dès 6 ans, 7 ans, 8 ans, des adolescents, etc., quoi. Il y a ouais, peut-être un bon tiers qui est largement en surpoids. C'est dramatique, je trouve. ouais. Bah c'est vrai que je repense moi aussi à mon enfance parce que moi ce que je me suis aussi dit c'est il m'est arrivé quelque chose de hyper traumatique, terrible pour moi hein, dans ma vie. Et du fait que je sois tombée malade. Et je me suis dit, je veux absolument jamais que mes enfants passent par là. En apprenant un peu plus sur les causes des maladies auto-immunes, le fait que ça se travaille aussi depuis des années, c'est pas quelque chose, on dit souvent, moi je dis, c'est vrai que c'était mon expérience où je dis, je suis tombée malade du jour au lendemain, où j'ai eu des douleurs du jour au lendemain. Certes. Mais la maladie était installée depuis des années et j'avais plein d'autres symptômes qui m'aiguillaient vers des problèmes inflammatoires depuis que j'étais toute petite. Et je pense que j'aurais pu éviter cette maladie ou j'aurais pu éviter de tomber malade si mes parents avaient fait des meilleurs choix pour moi. Alors moi en plus, j'ai pas eu de chance, j'ai grandi en Écosse.
Donc en Écosse, c'est des chips pour le lunch, des frites. Il y avait des frites qu'on mettait au micro-ondes, des sortes de barquettes de frites. À l'école, c'était des pizzas. Et le soir, je me mangeais un donut bien industriel avec des chips. Ça, c'était mon goûter. Donuts et chips. Et c'est pas les bonnes chips de pommes de terre, hein. C'est les chips orange fluo. Enfin voilà. Et c'est vrai que si, on peut pas savoir concrètement, mais si j'avais eu une alimentation différente, eh ben, est-ce que ça aurait donné ça? Et donc, est-ce que pour toi, tu te dis aussi, bah, certes, il y a le côté juste santé générale, mais en voyant la recrudescence des maladies auto-immunes ou d'autres maladies chroniques, est-ce que tu te dis que c'est possible d'éviter ce genre d'éléments qui peuvent se passer dans la vie de tes enfants ou d'une personne si dès le début, dès l'enfance, on a une alimentation correcte? Je pense que les enfants ont un système, une physiologie qui est hyper résiliente. Et donc, ils excusent beaucoup, beaucoup plus d'erreurs que des adultes. Et en fait, plus on vieillit, plus les erreurs se paient et se voient. De la même Mhm, façon que plus on pousse le système, tu vois, moi qui m'entraîne beaucoup, qui a une vie assez intense, je vois tout de suite l'impact de mes choix de vie, de mon hygiène de vie, de mon alimentation, de mon sommeil, mhm, etc., de ma gestion du stress, sur ma récupération. Donc c'est génial parce que si tu veux, ça m'aide aussi à modifier ou influer sur mes choix de façon beaucoup plus rapide et efficace parce que j'ai un rétro-feedback immédiat. Donc je pense que voilà, les enfants ont cette chance-là. Pour autant, ouais, il y a des choses et des dégradations qui peuvent être durables. Tu vois, notamment ces 3 premières années de vie qui sont hyper cruciaux, avec le fait d'essayer d'accoucher par voie basse, d'allaiter, de former la pour le diversité microbiote. du microbiote en les laissant mettre les mains dans la terre. On sait aussi que les enfants qui ont vécu avec des animaux de compagnie ont un microbiote beaucoup plus riche. Et puis c'est Mhm, aussi à ce moment-là que se forment les goûts et les appétences. Donc si tu exposes tes mhm. enfants à une grande diversité d'aliments, tu parlais tout à l'heure de sardines, de foie de morue, ben il y a de grandes chances pour qu'ils les aiment adultes. Tandis que si au final tu leur as simplement fait manger des petits pots achetés en grande surface, en fait la diversité de goût est relativement faible et en fait ça sera des enfants et des adultes plus tard qui auront un appétit et une appétence limitée en fait pour une grande diversité d'aliments. Ouais, Et donc je pense que c'est plus ce conditionnement-là qui va dégrader la qualité de leur vie, de leur santé, de leur microbiote, que réellement le fait qu'on ait détraqué entre guillemets leurs cellules étant enfant. Et tu vois, euh, c'est le docteur Mouton par exemple que tu as reçu aussi qui disait que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs mangeaient à peu près 50 espèces de végétaux chaque année, 50 espèces différentes, ok? Eh bien, et j'aime bien cette histoire parce qu'il dit que chaque espèce, enfin chaque bactérie ou cellule ou levure ou champignon de notre microbiote a ses petites préférences, son petit péché mignon. Et donc, mhm, en ayant ces 50 mhm. espèces par an, eh ben, on est capable de toutes les nourrir, elles sont toutes contentes. Mais si tu as une Ouais, alimentation qui est beaucoup plus pauvre, beaucoup moins variée, ben, en fait, tu peux pas nourrir cet écosystème de façon qualitative. Et donc, je pense que les choix que ouais, tu fais pour tes enfants vont conditionner les choix que tu feras adulte et donc, par conséquence, cette diversité du microbiote. Et pour terminer, tu vois, sur complètement. cette... donc, je pense qu'il y a deux ennemis dans l'alimentation et notamment l'alimentation transformée. Le premier, il est lié au sucre rapide, aux calories vides. Donc, c'est souvent des aliments qui ont beaucoup de calories, mais une très faible densité nutritionnelle, donc peu de vitamines, peu de minéraux. Et l'autre point, c'est lié à l'utilisation des huiles de graines. Les huiles de graines, c'est l'huile de tournesol, l'huile de soja, etc. Et elles sont très riches en oméga Ouais, 6 et donc elles ont une tendance hyper pro-inflammatoire. Et donc toi, tu parlais justement de cette inflammation chronique de bas grade qui a commencé très tôt. Ben, il y a fort à mhm. parier que ça puisse être lié à ça. Tu vois, notamment, tu parlais de tes chips. Ben, les chips, en fait, le problème, c'est pas tant la pomme de terre ou le Ah sel qu'on bah, met dessus, c'est le fait que ça baigne dans l'huile de tournesol qui est hyper riche en oméga 6 qui est pro-inflammatoire. oui, exactement. Non, je suis d'accord. Euh, Si on revenait au sujet de base, parce que j'ai un peu divergé, mais d'ailleurs ma fille adore ton steak haché féroce. Parce qu'on s'est passé une commande la semaine dernière et donc on l'a tous goûté. Alors on a goûté aux boulettes, au steak haché et puis après j'ai pris des steaks aussi normaux. Mais hyper bon. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce goût hein, de d'abats, on le sent. Bon moi j'ai l'habitude de manger des abats et je trouve que ça apporte une richesse. Moi je préfère largement manger ces mélanges de steaks ou même juste des sortes de saucisses d'abats pures. Mais bon, c'est ma préférence. Mais c'est vrai que les enfants sont peut-être moins friands. Mais honnêtement, là, le steak, il était hyper bon. Il est passé très très bien.
Après, toi, tu le sens parce que tu as déjà mangé des abats. Les gens qui en ont jamais mangé, Ouais. ils sentent que le goût est un peu différent, mais en fait, ils trouvent ça super bon et ils sentent pas le goût des abats parce qu'en fait, ils en ont jamais mangé, Oui, tu vois. complètement. Je trouve que ça apporte de la richesse et de la profondeur au goût, concrètement. Et donc c'est vrai que dans le cadre d'une maladie auto-immune, on parle souvent et surtout dans le cadre du protocole auto-immune. Donc ce protocole, il a 5 piliers. Un de ces piliers, c'est l'alimentation. Et dans cette alimentation, on va adopter une alimentation anti-inflammatoire, mais vraiment spécifique aux maladies auto-immunes. Donc je t'en avais déjà parlé, David, mais je redonne un peu de contexte pour les personnes. Et en gros, l'idée, c'est d'éliminer des aliments qui vont être pro-inflammatoires et surtout qui vont contribuer à cette porosité intestinale, donc cette hyperperméabilité intestinale, qui est vraiment au cœur de toutes les maladies auto-immunes. Et donc, en évitant de manger certains aliments qui peuvent irriter la paroi, qui peuvent affecter les jonctions serrées, eh ben, on donne le temps au corps et aux intestins de se réparer. On va aussi éliminer des stimuli spécifiques au système immunitaire, hein. Le soja, ça n'a pas forcément un impact sur la paroi intestinale, mais ça a un impact sur le système immunitaire. Bon, l'alcool, c'est sur le microbiome, donc pas tout non plus est lié à cette paroi intestinale, mais en tout cas, ça, c'est un tout. Et donc, dans le cas de ce protocole, on va éliminer des choses, mais on va aussi intégrer des aliments et inclure des aliments qui sont denses en nutriments. Et un des aliments, ou même, j'ai envie de dire, l'aliment le plus dense en nutriments, qui a le plus de nutriments au centimètre cube, c'est les abats. Les abats de bonne qualité. Clairement, bah ça en fait je l'ai découvert grâce à une étude du professeur Tibel, qui est un professeur très connu aux États-Unis, Ouais. et alarmé par les niveaux de carence de la population générale. D'ailleurs, petite parenthèse sur le sujet. Euh, Tu vois, avant les carences, elles étaient surtout limitées aux personnes âgées, aux sportifs et aux femmes enceintes. Aujourd'hui, ça touche absolument tout le monde, et d'ailleurs particulièrement les femmes entre 14 et 49 ans qui sont souvent carencées en fer à cause de leurs règles. Mais bon, de façon générale, toute la population est touchée avec des niveaux de carence plus ou moins élevés en la plupart des micronutriments. Et ça s'explique par quatre facteurs. Le premier, c'est l'appauvrissement des sols. Les Mhm. plantes, en fait, les végétaux qu'on mange, eh bien, ils tirent et ils fondent leurs vitamines et leurs minéraux à partir des nutriments qui se trouvent dans le sol. Donc, si les sols sont plus pauvres, à cause notamment d'agriculture intensive, etc., eh ben, naturellement, les végétaux seront également plus pauvres. Ouais. Le deuxième coupable, c'est les aliments transformés, ultra transformés, parce que comme je disais précédemment, c'est des calories vides. Donc ça nous apporte beaucoup d'énergie, mais très peu de nutriments essentiels. Le troisième élément, Mm. tu en as parlé, c'est la porosité intestinale et le déséquilibre du microbiote, ce qui réduit nos capacités d'absorption. Et le troisième, c'est le stress. Le stress à deux niveaux. Le stress parce que du coup, tu manges trop vite, etc. Et donc, tu digères moins bien. Parce que la digestion est liée au système nerveux parasympathique, justement au calme, à la détente. Et si tu l'actives pas, eh ben, tu vas être moins performant dans ta digestion. Et le stress également, parce que le stress chronique augmente la déplétion, donc l'utilisation de ces ressources. En fait, les vitamines, les minéraux, c'est des ressources pour notre corps. Et, euh, et d'ailleurs, on peut faire le lien avec le système immunitaire et plus largement les maladies auto-immunes. En réalité, le système immunitaire, c'est un ensemble de cellules de différents types, etc., de médiateurs, de cytokines, de composés chimiques, etc. Mais tout ça, en fait, Ouais. il faut que le corps les construise. Et pour les construire, eh ben, il a besoin de ressources. Et ces ressources, c'est quoi? Eh bien, c'est les différents acides aminés qu'on trouve dans les protéines. Donc, c'est un petit peu comme des briques de Lego qui ont chacune des formes différentes et des couleurs différentes. Et le corps, en les assemblant, arrive à faire des constructions. Et ces constructions, bah, c'est nos tissus, c'est nos cellules, c'est nos neurotransmetteurs, c'est nos hormones, c'est nos messagers chimiques, c'est les enzymes qui nous permettent d'absorber les nutriments, enfin de décomposer les nutriments pour les absorber, etc. Donc, il a besoin de protéines, il a besoin de minéraux et il a besoin de vitamines. Euh, Ça, c'est vraiment les composés essentiels qui lui permettent de construire sa maison, en fait. Et donc, c'est vraiment les briques de notre Mhm. maison. Et tu as un autre professeur, cette fois-ci, qui s'appelle Bruce Hamet, qui a développé une théorie qui s'appelle la théorie du triage, et qui a montré que si on n'a pas suffisamment de ressources, donc si on manque de certaines vitamines ou de certains minéraux, eh bien le corps va privilégier les mécanismes de survie à court terme et à Ouais. invalider tout ce qui est secondaire ou tout ce qui peut promouvoir la santé optimale ou la longévité. C'est normal, ça sert à rien de penser à ce qui va advenir dans 10 ans s'il arrive déjà pas à Bah oui. survivre dans 3 jours. Et ça explique pourquoi est-ce que parmi les clients de Féroce, par exemple, j'ai plein de végétariens qui ont été végétariens pendant 2, 3, 5 ans, sans problème. Et puis à la fin, qui commencent à avoir tout un tas de troubles fonctionnels, métaboliques, d'analyse de sang déplorables avec des carences massives en plusieurs nutriments, et Ouais. dont le médecin, et notamment en Et une médecine digestion à fonctionnelle, plat. oui aussi,
et dont qui vont suivre, qui vont aller voir un médecin fonctionnel qui va leur dire bah, il faut recommencer à manger des protéines animales. Et donc ils sont contents parce qu'ils trouvent en féroce une solution qui correspond à leur éthique et en même temps qui permet à leur physiologie de fonctionner correctement. Mais si ça a mis Mhm. autant de temps à se dégrader, à se voir, en fait, c'est parce que pendant tout un temps, eh bien, le corps a privilégié ces processus de survie à court terme. Et donc ce professeur, Mhm. Broussamet, il l'a montré notamment avec plusieurs minéraux et oligo-éléments. Donc notamment, par exemple, je crois qu'il a fait avec le sélénium. Le sélénium, il intervient dans la construction de 300 protéines. Donc les protéines, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment ces briques de notre maison. Eh bien, si tu manques de sélénium, plutôt que de faire les 300 protéines qui sont utiles à la régénération de tes tissus, etc., ou à tes hormones thyroïdiennes, eh bien, il va en faire 5. Il va en faire que 5. Et les 295 Mhm. restantes, il va pas les faire. Et c'est ça la théorie du triage. Donc c'est pour ça que si tu veux, la densité nutritionnelle, la quantité de micronutriments, de vitamines, de minéraux et d'acides aminés, donc les acides aminés, c'est les différents constituants des protéines, c'est essentiel pour l'énergie, pour le sommeil, pour la pleine santé et pour le système immunitaire, parce que le système immunitaire, toutes les cellules du système immunitaire fonctionnent sur la base de ces ressources. Et donc, j'en reviens à mon sujet. Face à ces carences généralisées, le professeur Tibel a fait une étude où il a essayé de déterminer quels étaient les aliments les plus susceptibles de couvrir nos besoins justement en vitamines et minéraux. Et donc il les a Mhm. classés par densité nutritionnelle. Et tout en haut du tableau, l'aliment le plus nutritif de la planète, c'est le foie de bœuf. Donc il suffit de Ouais. 7 grammes de foie de bœuf pour couvrir la plupart de nos besoins. À titre de comparaison, il faudrait 1,3 kg de légumes pour obtenir le même résultat et plus de 2 Ouais. kg de céréales, donc si on prend du riz, du blé ou ce genre de choses, pour la même chose. Et donc là, je me suis dit, putain, 7 grammes, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Donc moi, j'ai pas eu l'habitude d'en manger des abats. Donc, mais tellement convaincu des Mhm. avantages nutritionnels, bah, j'en ai acheté, j'ai commencé à en cuisiner. Et moi, tu vois, par suggestion et auto-conviction, bah, j'ai réussi à en manger et j'ai apprécié ça. Mais quand j'ai Ouais. voulu en faire manger à ma femme et à mes filles encore, ça allait, elles étaient pas. Mais quand j'ai voulu en faire manger à ma femme, elle a goûté, elle a mangé une bouchée puis elle a arrêté quoi. Et Ouais. donc c'est là où j'ai eu l'idée de les cacher dans un steak haché. Je me suis dit, bah tu vois, en petite quantité comme ça va pas se sentir. Et donc j'ai avancé sur un premier test et que j'ai fait goûter à une trentaine de personnes de ma famille lors du baptême de ma seconde fille. Tout le Waouh. monde était réuni, donc c'était parfait. Ça me faisait un petit pool de cobayes. Ouais. Et je me souviens, tu vois, donc moi j'étais à la cuisine en train de les préparer. Et puis j'avais pas encore goûté, tu vois. C'était vraiment nouveau. Donc j'étais Ouais. un peu aux aguets en train de regarder la tête qui tirait et savoir s'ils appréciaient. Et je vois mon frère qui mange et qui me dit c'est bon. Et en fait, il faut savoir que mon frère, il déteste tout ce qui sort de l'ordinaire. Il aime pas le poisson, il aime pas le Mhm. canard, il aime voilà le riz, les œufs, les haricots et puis la salade quoi. Enfin, vraiment, il est Ouais. très Les très trucs compliqué sur basiques. la bouffe. Et euh, et donc il me dit c'est bon. Bah, après, je me dis c'est peut-être pour me faire plaisir, tu vois. Mais mieux que ça, il me demande pour se resservir à en prendre un deuxième. Alors là, je me dis Ah. c'est bon, c'est gagné quoi. Yes. Jackpot. J'adore d'utiliser ta famille comme cobaye. C'est parfait. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, tu étais en train de découvrir un petit peu ce monde avant que tu te sois lancé vraiment concrètement dans Féroce et j'ai l'impression que tu as fait quand même beaucoup de recherches, tu as regardé beaucoup d'études. Qu'est-ce qui t'a amené aussi à la compréhension que déjà il y a la densité nutritionnelle qui est importante là on parle de maladie auto-immune, en réalité c'est pour tout le monde. Comme tu dis, on se retrouve malheureusement tout le monde à être carencé en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. Et donc, qu'est-ce qui a fait que là, t'avais bien compris qu'il fallait travailler sur la densité nutritionnelle, mais après, il fallait travailler aussi sur la qualité de la viande, la qualité de la vie de la vache, de l'élevage avec certains éleveurs. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Mais en fait, ça a été préexistant. Dans le sens où, dans mon parcours, je me suis convaincu que la viande rouge était mauvaise pour la santé. Et puis, j'ai vu des images déplorables de L214, etc., qui montraient des conditions d'élevage inhumaines. Enfin, ouais, vraiment, qui m'ont choqué. Et donc, à un moment, j'ai essayé d'être végétarien. Donc, j'ai commencé à manger beaucoup plus de légumineuses. Je me faisais des dalles de lentilles, etc. Et je me suis aperçu que ça me convenait absolument pas. J'étais souvent ballonné, je manquais d'énergie, Ouais. c'était beaucoup trop de glucides pour moi. Tu vois, je me sentais lourd, j'avais des flatulences, mes selles étaient pas terribles. Enfin, vraiment, ça a été un peu un désastre. Alors au début, je me suis dit c'est le temps de m'habituer.
Et puis après plusieurs mois, je me suis aperçu que non, c'était juste que ça me convenait pas, quoi. Donc après, j'ai essayé Mhm. de trouver une viande qui puisse correspondre à mes engagements éthiques, à ma vision des choses. Et donc, j'ai sourcé des producteurs pour l'acheter en direct producteur, en allant voir comment elle était élevée et en sélectionnant de la viande qui vivait en plein air, 100% nourrie à l'herbe, etc. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure de mon parcours et de mes recherches, tu vois, c'est fou quand même parce que moi, je suis passionné quand même par la physiologie humaine, la nutrition. J'ai reçu beaucoup de gens sur mon podcast, j'ai lu plein de livres. Et pour autant, tu Mhm. vois, même moi, je me suis laissé embrigader par la viande, c'est mauvais, il faut pas en manger, etc. Et, euh, Mhm. et donc j'ai mené mes propres recherches. Et puis aussi, bah, j'ai des gens que j'ai reçus qui m'ont aidé à mieux comprendre tout ça, notamment des cardiologues, des médecins fonctionnels, des nutritionnistes, et Mhm. qui ont changé un peu ma perspective des choses. Mais c'est quand même assez dingue parce que tu regardes les médias, ils continuent à avoir ce message et à vilipender la viande rouge. Et donc, j'ai commencé déjà par faire un tableau d'analyse comparative. Et je me suis aperçu que sans même parler d'abat, la viande rouge est hyper riche en vitamines et en minéraux. En plus d'avoir Ouais. tous les acides aminés essentiels hyper bien répartis et super biodisponibles, aucun facteur Oui, parce que antinutritionnel. faut rappeler. Ouais, juste, je me Vas-y, permets vas-y. d'intervenir à ce moment-là. Il faut rappeler que la viande ou la protéine animale est une protéine complète. Ce qu'on retrouve comme protéine dans les viandes ou la viande animale ou la protéine animale, ça va être une protéine complète. Quand on essaye de recréer et d'avoir des protéines dans le monde végétal, on va généralement avoir des protéines qui sont pas complètes. Il faut les associer, notamment les légumineuses avec les céréales par exemple, où il faut les associer de certaines manières pour pouvoir avoir tous les acides aminés, parce que si on n'a qu'une partie des acides aminés, ton corps, il sait pas quoi en faire, il sait pas comment les réutiliser pour les reconstruire. Il a besoin d'avoir vraiment des protéines complètes pour avoir l'ensemble des acides aminés. On est d'accord? On est d'accord on est semi-d'accord. Je suis Ah, vas-y, d'accord alors sur le, dis-moi. non, je suis d'accord sur le fait que pour avoir entre guillemets une protéine complète avec du végétal, faut les associer. Sauf qu'en réalité, elle sera toujours pas complète. Elle sera complète selon la définition des acides aminés. Donc, il faut comprendre que les protéines, il y a plusieurs acides aminés et chacun ont leur utilité. C'est comme des briques de Lego, comme je parlais tout à l'heure, qui sont différentes, qui ont différentes formes, etc. Et là, on distingue les acides aminés essentiels, c'est-à-dire que le corps il Mhm. a absolument besoin de les capter par son alimentation parce qu'il n'est pas capable de les construire tout seul. Des acides aminés semi-essentiels que le corps est a priori capable de construire à partir des acides aminés essentiels. Et donc effectivement, en Mhm. associant certaines sources végétales, on peut réussir à avoir tous les acides aminés essentiels. Par contre, sur les semi-essentiels, il y en a qu'on n'arrivera jamais à avoir. Et pour autant, Mhm. qui sont, de mon point de vue, extrêmement importants. On peut parler de la créatine, de la carnitine, de la glycine, du collagène. Tu vois, par exemple, la glycine, c'est un acide aminé qui est constituant du collagène. Le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. Elle est Ouais, impliquée dans le renouvellement de tous les tissus, que ce soit la peau, les articulations, etc. Mais même dans les tissus musculaires, c'est celle qui crée l'unicité en fait entre toutes les couches, depuis le derme jusqu'à l'os. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui est fondamental. Et donc la glycine, bah, le corps il est effectivement capable d'en construire tout seul, mais à hauteur de 2,5 grammes par jour. Alors que les scientifiques, ils estiment que les besoins du corps, juste pour assurer ce renouvellement des tissus, il est de 12 grammes par jour. Donc ça veut dire que si t'en apportes pas par ah ouais, l'alimentation, bah il te manque déjà 10 grammes par jour, tu vois. Et ça, on les trouve où? Et ben dans les tissus conjonctifs, dans les arêtes, dans les têtes de poisson, enfin dans plein de choses qu'on mange plus du tout aujourd'hui, tu vois. Mais tout ça pour dire ouais, que dans le règne végétal, en tout cas, on n'en trouve pas. ouais, Et d'ailleurs, que la glycine, la créatine et la créatinine sont vachement impliquées aussi dans le système immunitaire. Tu vois, tu parlais des maladies auto-immunes. Alors je sais pas si c'est lié aux maladies auto-immunes, mais en tout cas, au bon fonctionnement du système immunitaire, c'est clairement le cas. oui. Et après, donc voilà, donc il y a ce point sur les acides aminés. Ensuite, sur les vitamines et sur les minéraux, et ben en réalité, tu fais une comparaison de viande rouge par rapport à du poulet, du poisson, des carottes, des tomates, des courgettes, etc. Bah, tu vas voir que sur la plupart des vitamines, toutes les vitamines du groupe B, les vitamines du groupe, la vitamine A, le rétinol, etc., tu vas être Mhm. toujours à plus de 50%. Alors que du Ouais, côté des légumes, tu vas toujours être en dessous de 10%. Des AGR, je parle. Donc tu vois, en fait, la viande rouge elle est juste 5 fois plus riche en vitamines. Et pour les minéraux, c'est encore oui, sans pire. parler là-bas. Oui, sans même parler d'abord. Et donc les minéraux, c'est encore pire. C'est pareil, on va être entre 50 et 70% des AGR sur la plupart des minéraux, alors que dans le règne végétal, on va être en dessous des 10%. Mais en plus, ils sont beaucoup plus biodisponibles.
Et ce qui est vraiment fascinant et qui montre qu'on est des animaux omnivores qui avons toujours évolué pour manger à la fois des végétaux et de la viande, eh bien, c'est que le zinc, par exemple, qui est hyper important dans le système immunitaire. D'ailleurs, tu as des études qui montrent que si pendant les premiers symptômes d'un rhume, tu te complémentes en zinc, eh bien, tu divises par deux la durée du rhume. Donc, au lieu qu'il dure une semaine, il dure 3 jours. Bah, ça montre vraiment Mm. à quel point c'est un minéral qui est essentiel dans le système immunitaire. Et donc, ce zinc, qui est extrêmement biodisponible lorsqu'il est de source animale, il va catalyser toutes les autres formes de zinc. Donc, il va aussi améliorer Ouais. l'absorption du zinc que tu vas trouver dans les végétaux, qui, naturellement, si t'as pas de source animale à côté, va être très très mal assimilé. Et c'est là aussi où on se trompe parfois par réductionnisme. Tu vois certains végétaux et tu te dis, bah oui, au final, ils sont riches en telle vitamine, en tel minéral, mais sauf qu'avec tous les Ouais. facteurs antinutritionnels Bah, les épinards et avec le fer, ouais, par exemple, et ben au final, tu absorbes très très par peu de tout exemple. ça. Donc déjà, ils sont pas très riches, et en Ouais. plus de quoi, t'en absorbes une fraction. Et Non? les Ouais. légumineuses et les céréales et pseudo-céréales, il faut comprendre que c'est des graines, c'est les bébés des Mhm. plantes, et donc ça sert, chaque espèce vivante, que ce soit animale ou végétale, elle a deux objectifs principaux, c'est d'une part survivre, et d'autre part répandre ses gènes. Mm. Et donc, naturellement, elle protège leur bébé. Donc, tout ce qui est céréales, riz, blé, d'ailleurs, tu vois, le blé, le gluten, etc., tous les problèmes qui sont liés à la consommation du blé, bah, sont liés à des formes de facteurs antinutritionnels parce que la plante, elle protège ses bébés et c'est normal, tu vois. Donc, si on mange des végétaux, Mhm. vaut mieux manger, de mon point de vue, bah, des légumes, des fruits, etc., plutôt que de manger des céréales voilà, qui vont poser plein de problèmes à ce niveau-là. Ouais. Et encore pire, les céréales complètes au final qui sont avec le Ouais. son et qui ont une concentration d'antinutriments et de lectine qui est encore pire. De lectine, d'oxalate, d'acide phytique, etc. Enfin, je veux dire, même les Ouais. oléagineux, tu vois, moi, à un moment, j'ai évolué plutôt vers une alimentation plus low carb qui me convenait mieux et je mangeais pas mal d'oléagineux parce que comme je fais pas mal de sport, j'avais des gros besoins caloriques, on va dire. Enfin, des gros besoins, Mhm. des besoins plus importants en tout cas que la moyenne. Et donc, à un moment, je mangeais pas Mhm. mal d'oléagineux. Et en réalité, bah, tu vois, les amandes, par exemple, si tu les manges entières avec la peau, c'est pas terrible du tout, tu vois. Les noix de macadamia, c'est mieux. Si tu prends des purées, la purée de noisette, ça va encore, mais la purée comment dire, le beurre de cacahuète, la purée de Cacahuètes, cacahuète, c'est une catastrophe, tu vois. Alors que c'est une aujourd'hui, tu vois, catastrophe. t'as plein de marques qui te vendent des espèces de barres protéinées en mode, ouais, c'est super, on mange pas assez de protéines, et en plus c'est végétal, c'est Ouais. vegan, etc., qui sont à base de beurre de Mhm. cacahuète. Mais en réalité, le beurre de cacahuète, chez 94% des gens, ça crée une réaction immunitaire et une réaction immunitaire intense, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est sûr. Mais ces barres protéinées, ça fait carnage, hein. C'est abominable. Tout comme les poudres protéinées aussi. Moi, je me bats à chaque fois avec les personnes que je suis. Mais je t'en avais parlé. J'avais trouvé une super poudre protéinée que je t'avais envoyée, à base d'ABA, justement. Et ils sont basés en Grande-Bretagne. Et enfin, je trouve qu'on commence à avoir des barres protéinées et des poudres protéinées de qualité qui sont issues de vrais aliments en fait, d'aliments entiers et qui sont sains. Mais donc on a beaucoup parlé des Oui, je bienfaits de réalise la que j'ai pas viande, du on a tout, je réalise compris. que j'ai pas du tout répondu à ta question, c'est vrai. Qui était de comment je m'étais intéressé C'est pas aux grave. viandes nourries à l'herbe. Et donc, bah voilà, bah Ouais, donc dans cette perspective et mes recherches sur la viande, donc c'est pareil, tu vois, on pourrait parler de cette croyance comme quoi elle cause les maladies cardiovasculaires. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec un cardiologue, c'était passionnant et donc c'est absolument pas le cas. Si tu veux, on pourra approfondir ou le cancer. Mais bref, revenons sur la nourriture à l'herbe. Donc on va des approfondir animaux. après. Je cherchais des animaux qui soient heureux de vivre, qui vivent en liberté, etc., en pâturage. Et là, en fait, tu t'aperçois qu'il y a un continuum. Parce que ces animaux, ils vont brouter de l'herbe. Ok. L'herbe, naturellement, elle est riche en oméga 3. Et donc, ces oméga 3 végétaux, qui normalement, nous, quand on mange les oméga 3 végétaux, ils sont pas bien convertis en oméga 3 animaux, en DHA, qui est la version que le corps utilise. Et donc, eh Exactement. bien là, les vaches, elles sont capables de faire ça. Donc, elles vont manger l'herbe, elles vont brouter l'herbe, elles vont convertir ces oméga 3 végétaux en oméga 3 animaux. Et nous, quand on va manger cette viande, eh bien, on va renforcer nos cellules avec ces oméga 3. Et en fait, au sein de nos membranes cellulaires, donc on a des cellules avec une membrane cellulaire, à l'intérieur, il y a des oméga 6 et des oméga 3. Les oméga 6, ils sont importants parce que c'est eux qui font de la réaction inflammatoire, et notamment dans le cas d'une maladie, eh bien, c'est cette réaction inflammatoire qui nous permet d'avoir une réaction aiguë, qui nous permet de la combattre. Mais après, il faut que Pour se les oméga protéger. 3, exactement, il faut que les oméga 3, ils arrivent
c'est un peu comme les pompiers, pour éteindre l'incendie. Sinon, ça crée une inflammation chronique. Et cette inflammation de bas grade, d'après la plupart des scientifiques, c'est le terreau fertile sur lequel se développent toutes les maladies de civilisation, que sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, cancers, neurodégénératives, etc. Et donc, idéalement, il faudrait qu'on ait dans nos membranes cellulaires autant d'oméga 3 que d'oméga 6. Et Mhm. ça, c'est fonction de ce que tu manges. Les produits ultra transformés, comme j'ai dit précédemment, en utilisant des huiles de graines qui sont riches en oméga 6, bah, naturellement, ils déséquilibrent notre ratio. Donc, on a déjà beaucoup trop d'oméga 6 dans nos membranes cellulaires en regard des oméga 3. Et donc, il se passe la même chose pour les vaches. Si elles mangent de l'herbe, Est-ce que, elles, juste elles vont pardon, avoir... avant Ouais. qu'on passe, juste pour les huiles de graines, est-ce que tu comprends l'huile de colza, toi? Bah, en fait, l'huile de colza, oui, parce que tu te dis qu'elle est mieux équilibrée, mais sauf que les oméga 3, c'est des oméga 3 végétaux qui sont mal absorbés, tandis que les oméga 6, ils sont bien, enfin, qui Ouais, sont mal utilisés, tandis que les oméga 6, ils sont utilisés directement. Donc au final, si tu ok. prends en compte le fait qu'il y a que 5% des oméga 3 végétaux qui sont convertis en oméga 3 utiles, et ben en fait, tu divises la teneur en oméga 3 enfin, tu multiplies par 0,05 et là, tu as la teneur réelle que tu compares aux oméga 6 et ça te fait un ratio qui est hyper mauvais. Donc Voilà. pour moi, Donc arrêtons de dans les huiles, recommander des oméga 3, de l'huile de colza à ouais. tout le monde. Moi, pour les huiles, de toute façon, c'est très simple. Pour les graisses, je recommande trois types de graisses principales. Les huiles de Bah, toi, fruits, t'as ton donc huile d'olive. voilà, les huiles de fruits, donc l'huile d'olive ou l'huile d'avocat, ou l'avocat et les olives directement. Et sinon, bah, le suif de bœuf, qui est ta graisse de bœuf, ou à la limite du beurre de vache nourri à l'herbe, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas de problème avec les Mhm. produits laitiers, je pense que c'est de meilleures sources que les huiles de graines qui sont hyper inflammatoires et qui sont une anomalie dans notre histoire évolutive. Tu vois, pendant 300 000 ans, la seule source de graisse était de la graisse animale qu'on avait lorsqu'on chassait. Et donc au final, les huiles de graines, elles Ouais. existent depuis cette peur du gras et cette volonté d'aller plus vers du végétal. Et elle a quoi, même pas un siècle, tu vois. Ouais. Et on n'est absolument pas Ouais, adapté à c'est ça d'une d'un point de vue absurdité. physiologique, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est d'une absurdité. Bon, désolé, donc je t'ai coupé. Donc du coup, tu parlais du fait que Ouais. ce Donc, ratio oméga 3, oméga 6 était important. et donc les vaches, si elles mangent de l'herbe, elles transforment ces oméga 3 végétaux en oméga 3 animaux, et quand on mange cette viande, eh ben, on bénéficie de ces oméga 3. Et à l'inverse, Mhm. si elles sont finies au maïs et au soja, comme c'est le cas normalement dans l'agriculture conventionnelle, eh bien, le maïs et le soja étant très riches en oméga 6, eh ben, naturellement, ça se retrouve aussi dans leur membrane cellulaire, et nous, quand on mange cette viande, eh ben, potentiellement, on mange les oméga 6. Et ça a été prouvé, Ah oui. il y a une étude qui a été faite, où ils ont donné du bœuf conventionnel à manger à des gens et à un autre groupe du bœuf nourri à l'herbe, et ils ont regardé les marqueurs sanguins 4 heures après. Et sur ceux qui avaient mangé le bœuf d'herbe, bah, les marqueurs sanguins affichaient plusieurs métabolites liés à des facteurs anti-inflammatoires, tandis que chez ceux qui avaient mangé du bœuf conventionnel, bah, il y avait plusieurs métabolites inflammatoires. Donc on a vraiment une réaction physiologique qui est différente, même si les deux s'appellent bœuf, Ah ouais. sur l'organisme. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça. Dans une autre étude, ils ont testé tous les métabolites de la viande. Il y avait à peu près 500 éléments qui étaient testés. Et le bœuf d'herbe était 10 fois plus riche en niacine, c'est la vitamine B3, 3 fois plus riche en vitamine E, 4 fois plus riche en oméga 3, 4 fois plus riche en CLA, qui est un acide gras rare qui a des avantages, notamment pour la prévention de troubles métaboliques comme diabète, maladies cardiovasculaires et cancer. Mhm. En Une santé vitamine K2 aussi, j'imagine. voilà, une meilleure santé mitochondriale, etc. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Les deux s'appellent bœuf et ça n'a rien à voir. Donc, on voit que le bœuf nourri à Ouais. l'air pour la santé humaine a un impact radicalement différent. Et je te parlais tout à l'heure de continuum parce que ça permet aussi de soigner l'environnement. En fait, ces vaches, quand elles broutent de l'herbe, l'herbe c'est un végétal et donc pour vivre, ils captent du CO2. Contrairement à nous, les plantes se nourrissent de CO2 et rejettent de l'oxygène. Nous, on fait l'inverse. Donc c'est réellement des filtres qui dépolluent l'air d'une certaine façon. Et donc Hmm. l'herbe, eh ben, elle va capter du CO2 atmosphérique, le stocker dans ses racines et donc le stocker dans le sol. Et donc les vaches, en broutant l'herbe et en fertilisant le sol par leur déjection, eh ben, elles participent à ce cycle et elles permettent à l'herbe systématiquement de pousser, d'arrêter, de repousser, etc. Et donc on estime que sur ces prairies rotatives, c'est des puits à carbone, donc il y a à peu près 80 tonnes de CO2 qui sont séquestrées par hectare de base, parce que c'est des endroits préservés, et 1 à 2 tonnes supplémentaires chaque année qui sont liées à cet élevage régénératif. Donc ça permet la santé des hommes, la santé de l'environnement, de la biodiversité parce qu'il y a des haies sauvages qui entourent ces parcelles, qui sont des véritables corridors pour la biodiversité, les insectes pollinisateurs,
les nichés d'oiseaux, les rongeurs, etc. Et ça, on l'oublie, tu vois, on a tendance à opposer végétal et Ouais. animal. Mais c'est un mauvais Mm. calcul. Parce que, tu vois, même dans des agricultures agricoles biologiques, eh bien, quand tu vas récolter, potentiellement, on détruit entre 50 et 100% des nichés d'oiseaux. La plupart des rongeurs qui sont tués, parfois, tu as même des faons ou des choses comme ça. C'est des maraîchères bio qui vont raconter ça. Donc, c'est pas ça qu'il faut opposer. Il faut opposer agriculture intensive vs agriculture régénérative. Et même, tu vois, tu Voilà. pourrais me citer les rejets de méthane, par exemple. Le méthane, c'est vrai que c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, mais il a une courte durée de vie dans le temps. C'est-à-dire que tu regardes l'impact du méthane sur les gaz à effet de serre, ben, il va être stable dans le temps parce que à chaque fois qu'une vache, en gros, elle en émet, elle va en émettre sur un cycle, on va dire que ça ajoute un bloc. Eh bien, quand une autre vache va en émettre, le bloc d'avant avait disparu, tu vois, et donc ça crée une ligne. Tandis que dans des cultures végétales sans intrants organiques, donc sans fertilisant naturel, en gros, si t'as pas d'élevage, t'as pas d'éjection, donc tu peux pas apporter de fertilisant naturel. Donc tu es obligé Voilà. d'utiliser des engrais de synthèse, et ces engrais de synthèse rejettent du protoxyde d'azote, et lui, à l'inverse, il a une durée de 1000 ans, donc il est cumulatif. Donc c'est-à-dire que tu ajoutes un bloc aujourd'hui, mais demain il y en aura deux, après-demain il y en aura trois, et donc ça te fait Mhm. un effet exponentiel. Donc penser qu'on va régler les problèmes environnementaux actuels en supprimant l'élevage, en réalité, ça va aggraver le problème. La réponse, elle est plutôt dans la polyculture. Voilà. Et donc évidemment, ça permet aussi le bien-être animal parce que bah, les vaches, elles sont en plein air dans des prairies hyper grandes et en plus, on utilise des vaches, des races rustiques avec une santé beaucoup plus résiliente, contrairement aux vaches qui sont utilisées dans le conventionnel, qui sont sélectionnées pour créer le plus de muscles possible. Et un peu comme des Ouais. bodybuilders, eh ben, elles développent des problèmes de santé, de l'inflammation. Euh, à cause de leur masse musculaire, elles ont des douleurs de dos et des difficultés à se déplacer, et même des problèmes respiratoires. Donc c'est des vaches qui sont en mauvaise santé, qui vont être souvent traitées par des traitements vétérinaires, etc. précisément parce qu'elles ont une santé qui est beaucoup moins forte. Et c'est aussi pour ça qu'on les met moins à l'herbe, parce que si on les mettait dehors bah, trop longtemps, potentiellement elles tomberaient trop malades. Et pour autant, Mhm. bah, c'est la majorité de ce qu'on trouve dans le conventionnel. Tu vois, souvent c'est des vaches laitières qui ont été épuisées par des cycles répétitifs de d'accouchement de veaux pour qu'elles fassent du lait. Après, les veaux, on les envoie en Italie pour qu'ils soient engraissés et tués. Et les vaches, comme ça, elles font du lait, du fromage, etc. Et puis quand elles arrivent en fin de carrière épuisées à 6 ans, elles sont toutes maigres. Et ben, on les engraisse pendant 3 mois au maïs et au soja pour les abattre et les vendre dans le conventionnel. Et ça crée une viande qui est mauvaise pour pour notre santé à nous, pour l'environnement. Ouais. Et parce que en plus, tu vois, les tourteaux de soja, de maïs, etc., parfois qui sont importés, enfin, c'est ces cultures en fait qui augmentent. Quand on prend en compte l'impact environnemental de l'élevage, Exactement. c'est surtout Oui. l'impact des cultures qu'on Les utilise pour cultures. nourrir de façon intensive ces animaux. Donc Ouais. ça sert pas à l'environnement, ça sert pas le bien-être animal, ça sert pas à la santé humaine, ça sert pas à la santé des sols et même pas à la santé de l'éleveur parce qu'en réalité tu t'aperçois que sur des modèles extensifs, les éleveurs ils laissent les choses se faire assez naturellement, ils ont très peu de travail à part observer que tout se passe bien, tandis que dans des élevages intensifs, ils doivent faire des astreintes, être tout le temps en train de surveiller, apporter la Ouais. nourriture, Ils ont changer, beaucoup de pression aussi, nettoyer hein. les bétalières, etc. Et donc en fait, c'est épuisant, quoi. Ouais. Non, non, mais en fait, c'est terrible parce que ce que là tu nous racontes, c'est vraiment digne d'un film d'horreur, en fait. Toute la vie, le processus de la vache du jour 1 à sa mort, il est abominable. L'impact sur l'environnement, il est atroce. L'impact sur notre santé aussi. Et en fait, c'est sûr que quand on regarde cette image-là, ben on ne peut que croire et on peut que se dire, mais la viande est forcément mauvaise. La viande va tuer notre planète et va nous tuer nous. Mais en réalité, c'est qu'on n'a rien compris de comment élever des bêtes de manière qualitative. C'est qu'on a On a perdu, en oublié. fait. On C'est a pas qu'on a rien oublié. compris, on a oublié parce qu'avant ça se faisait comme Bah ça. aujourd'hui, ouais. Mais c'est ça. Et donc, est-ce que tu penses que il y a un monde dans lequel on pourrait allier cet élevage régénératif avec des fermes régénératives et avec notre consommation de viande, est-ce qu'on pourrait vraiment produire suffisamment pour tout le monde avec cette manière-là? Est-ce que tu vois ça dans un futur possible? Écoute, pour être honnête, j'ai pas la réponse à cette question parce que
c'est un peu, j'ai fait un parallèle qui est un peu bizarre, mais depuis quelques années, j'ai fait une diète totale d'informations. Donc, je lis plus les journaux, je suis plus abonné à des newsletters, je regarde plus la télé, etc. Parce que je trouvais que ça me donnait une vision biaisée et négative du monde. Parce Mhm. qu'en réalité, pour faire de l'audience, les médias te servent toujours des actualités avec un biais de sélection qui te montre le plus mauvais, parce que c'est ça qui fait le plus d'audience, alors que ça, c'est pas la réalité. Et en plus, de toute Mhm. façon, j'ai aucun impact là-dessus. Donc, à part me montrer que me faire perdre ma foi en l'humanité, ça me sert à rien, Mhm. et à part me faire perdre mon temps. Et en revanche, ce qui me semble important et ce que je pense qui est en notre pouvoir à chacun, c'est la responsabilité d'influencer positivement notre propre microcosme. C'est le sourire que tu fais à la caissière, c'est les choix que tu fais au quotidien, c'est les petits papiers que tu ramasses quand t'en vois un par terre, c'est toutes ces petites actions du quotidien, et ça c'est réel, ça c'est concret, et ça je le vois, tu vois. Et donc cette diète d'information, c'est probablement l'une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie, parce que ben potentiellement je suis très heureux, je me sens très heureux, j'ai l'impression que tout va bien, je suis pas au courant je m'énerve pas sur la politique, etc. Je sais même pas qui est notre premier ministre, et ça me va, enfin voilà, je suis tout à fait ok avec ça, et j'ai pas l'impression d'être un idiot pour autant. Et tu vois, j'ai un peu la même réflexion avec Feroz et avec ce que j'essaie de construire. Euh, je le fais à mon échelle, et puis ça grossit vachement vite. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette démarche, par ces valeurs. Et moi, ça suffit à m'épanouir. Est-ce que c'est un modèle qui peut régler tous les problèmes du monde? Peut-être pas, mais en tout cas, est-ce qu'il contribue à améliorer la vie de milliers, de centaines de milliers, peut-être demain de millions de personnes? Je le pense. Et je le Mhm. vois au quotidien, que ce soit du côté de mes clients qui témoignent de ce que ça a pu changer dans leur vie, ou du côté des éleveurs qui enfin sont rémunérés à la juste valeur de leur engagement. Parce que jusqu'à maintenant, si tu faisais de l'élevage à l'herbe, ta viande, elle n'était pas mieux valorisée qu'une autre parce qu'elle était vendue dans une grande surface avec écrit bœuf de la même façon que celle qui était engraissée de façon sauvage et intensive à Ouais, côté, tu vois. ouais. Et donc moi, je paie plus cher les éleveurs, et si je peux le faire, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que dans le conventionnel, ils vont exploiter à peu près 60% de la vache, parce qu'en gros, ils vendent que le muscle cellophané et bien partitionné, tandis que moi, j'utilise les abats, j'utilise la graisse, j'utilise les os, donc j'utilise Mhm. vraiment tout. Donc j'ai Tout. un rendement d'à peu près 85% sur l'animal. Et le deuxième point, c'est que je suis en direct consommateur, donc il n'y a aucun intermédiaire. Et parfois, on me demande si je vais aller vendre dans des magasins bio pour faciliter les trucs, etc., ou en grande surface. La réponse, elle est non. Mon business model, j'ai tout simplement pas suffisamment de marge pour ajouter un intermédiaire. Alors, C'est à ça, moyen ouais. terme, j'ai envie d'ouvrir des magasins. Donc, on va ouvrir notre propre réseau de distribution. Mais en réalité, tu vois, Mhm. dès le début, c'est pareil. Je fais pas de publicité ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur Google. Parce que dans mon modèle économique, il n'y a pas suffisamment de marge pour en faire. Et si Mhm. la boîte, elle se développe, c'est grâce à des gens comme toi Mhm. qui en parlent à leur communauté, etc. Parce que ils ont envie de nous aider à porter nos valeurs. Ouais. T'as une belle traction quand même, sans avoir besoin de faire trop de communication et de marketing, parce que les gens y voient la valeur de tes produits, la valeur de ton entreprise, et ils voient que tu y mets du cœur, en fait. C'est vraiment, ça te définit toi, et c'est le futur que tu veux pour tes enfants et pour les Français. Donc, on sent que tu y es vraiment à 200% et que tu y mets tout ton cœur. Et je pense que Ouais, ça fait une grosse complètement. différence. Complètement. Et puis tu sais, je te disais que j'avais toujours été entrepreneur, et je viens d'une famille Ouais. qui est pas forcément, enfin qui est plutôt modeste, et donc j'ai toujours dû me débrouiller, et j'ai créé toutes mes précédentes boîtes, je les ai créées par opportunité parce que je me disais que ça pouvait Mhm. marcher, et que j'avais besoin de bah voilà de survivre et de vivre. Et maintenant, bah, j'ai la chance d'avoir une situation financière qui me donne le luxe de choisir ce à quoi je veux dédier mon énergie. Et quand j'ai lancé Mhm. Féroce, je savais pas du tout si ça pouvait marcher ou pas, etc. Et c'était pas du tout la réflexion sous-jacente. C'était juste que je me sentais profondément aligné avec ma mission, qui va au-delà de la viande d'ailleurs, hein, et qui est vraiment tu vois, notre promesse aux clients, c'est d'abord ne pas nuire. Donc on garantit des produits exempts de polluants, de pesticides, etc. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de savoir ce qu'on mange et ce qu'on a vraiment dans notre assiette. Ensuite, Ouais. nourrir avec des produits vraiment à haute densité nutritionnelle, brutes, donc préservés dans leur matrice cellulaire, donc pas des trucs fortifiés avec de la chimie, des compléments alimentaires, etc. Mais des aliments authentiques qui étaient déjà consommés il y a 1000 ans et qui sont adaptés à notre Mhm. physiologie. Et enfin, durer, donc en s'inscrivant dans cette agriculture régénérative, dans laquelle j'ai envie aussi d'accompagner la transformation des agriculteurs et des éleveurs, donc pour l'instant sur l'animal, mais aussi potentiellement sur le végétal, avec peut-être de la formation et du financement, c'est-à-dire aider des agriculteurs
à se former à de la polyculture, à de l'agroécologie, etc. Donc à de nouveaux modes de Oui. production et financer leur outil d'exploitation parce que c'est pas des entrepreneurs, ils sont très bons pour s'occuper du vivant, mais ils sont pas très bons pour gérer les chiffres et c'est comme ça qu'ils se retrouvent parfois surendettés avec des remboursements monstrueux qui les obligent à faire des choix délétères à la fois pour leur santé et celle de leurs animaux parce qu'ils ont la corde au cou. Donc assumer Mm. cette partie plus financière, entrepreneuriale euh, et les laisser justement se dédier à ce qu'ils savent faire le mieux. Donc voilà, donc ça Ouais. tu vois, c'est des projets qui pour moi à long terme vont révolutionner ou peuvent participer à révolutionner nos modèles de production agricole et de consommation. Et Mhm. c'est mon combat, tu vois, c'est ma mission. Ouais. Tu vois, je m'en fous à la fin si il y a pas, je peux pas me payer un salaire ou qu'il y a pas de dividende, tu vois. Moi, ce qui me Mhm. motive et ce qui m'anime, c'est le fait de me dire que ce combat-là bah, grandit, tu vois, et qu'à mon échelle, ben, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose qui fait sens. Et franchement, Ouais. je pense que j'ai développé des qualités entrepreneuriales assez certaines au fur et à mesure de mes boîtes, mais le fait de les mettre à profit pour un projet qui résonne autant au fond de moi, mais je me transcende, tu vois. Et Mhm. ça me nourrit tellement que c'est la plus belle des récompenses. Je m'éclate, franchement, je m'éclate tous les jours. Je te comprends et je te rejoins avec Bien-être auto-immune. Donc, on n'a pas la même ampleur que toi, mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur et une vraie chance de pouvoir travailler dans quelque chose qui est complètement aligné avec soi et avec ses valeurs et avec ses croyances. Et c'est vrai que c'est une vraie chance d'avoir cette opportunité. Et donc, je vois, il y a une question dans le chat. Tu parlais beaucoup de ta manière, en fait, d'une sorte de charte de qualité aussi et de ta manière de travailler. Tu n'as pas, je tiens juste à rappeler aux personnes que nous avons un code BEAI pour avoir 4 steaks gratuits avec une commande de 50 €. Donc, vous pouvez en bénéficier aussi avec ça. Vous pouvez aller sur le site de Féroce. Ça m'y fait penser juste. Et donc, j'ai une personne qui demande, et si c'est pas labellisé bio, enfin, est-ce que c'est labellisé bio? Et si non, pourquoi? Et peut-être que tu peux aussi parler du label que toi tu as créé du coup. Ouais, j'appelle pas ça tout à fait un label, mais effectivement, Ouais, ta c'est une charte de qualité. ouais, voilà, c'est une bonne question. En réalité, lorsque j'ai démarré Féroce, j'ai commencé par un cahier des charges. Je voulais des animaux qui soient 100% nourris à l'herbe, sans maïs ni soja. Ça, c'était vraiment la base. Ouais. J'ai regardé le label bio et en agriculture biologique, eh bien, il y a jusqu'à 40% de l'alimentation qui peut venir de maïs et de soja pourvu que ça provienne de maïs et soja cultivés en agriculture Mmh. biologique. Donc moi, ça Mmh. m'allait pas. Parce que si tu as 40% de l'alimentation qui viennent de céréales, le statut en oméga 3, enfin le ratio oméga 3 oméga 6, il sera forcément déséquilibré. C'est Ouais. absolument impossible d'avoir un ratio inférieur à 1 pour 2, qui est ce que je m'étais fixé comme cible, si tu as 40% de l'alimentation qui vient de ça. Donc label bio seul, ça allait pas. Après, il y a le label Bleu Blanc Cœur, qui lui Ouais. garantit la teneur en oméga 3. Donc là, je me suis dit, bah, c'est pas mal, sauf que eux, ils regardent qu'un seul critère, la teneur en oméga 3. Et donc notamment en enrichissant l'aliment avec des graines de lin. Mais sauf que c'est qu'une partie de l'équation, les oméga 3. Derrière, qu'est-ce qu'on fait de la gestion des médicaments, des pesticides, des métaux lourds, du bien-être animal, des facteurs environnementaux, de tous les autres critères dont j'ai parlé tout à l'heure, du bœuf d'herbe, notamment la teneur en vitamines, en minéraux, en CLA, etc. Bah, tout ça, c'était laissé sous silence. Donc je me suis dit, bah, peut-être que si je couple bio et bleu blanc cœur, je vais avoir quelque chose de pas mal. Donc j'ai commencé comme ça. La première ferme avec laquelle j'ai travaillé, elle a été labellisée bio et bleu blanc cœur. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas mal. J'ai testé en laboratoire, j'ai fait mes propres analyses dans des labos indépendants, analyses macronutritionnelles, micronutritionnelles, profil d'acide gras, résidus médicamenteux, résidus de pesticides et métaux lourds, pour Mmh. garantir vraiment que mon produit soit à l'exigence que de mon cahier des charges. Et il l'était. Et OK. donc, ça me permettait de produire à peu près 250 à 300 kilos par mois. Sauf que ben, Pharos s'est développé et puis j'ai eu de plus en plus de demandes. Et donc après, j'ai essayé de trouver d'autres fermes qui avaient la double labellisation. J'en ai trouvé que trois. Donc j'ai réussi à monter à peu près à 500 kilos par mois avec ces trois fermes. Et puis après, j'étais bloqué, il n'y en avait pas d'autres. Et donc quand j'ai Mmh. appelé des éleveurs pour leur proposer de se faire labelliser, etc., ils me disaient en fait que c'était plein de contraintes administratives et en réalité, une viande labellisée bio, elle est pas mieux valorisée. Parfois, ils la font même partir sur du circuit classique. Donc il me disait bah non moi ça m'intéresse pas en plus c'est plein de contraintes administratives et tout moi je c'est pas mon métier enfin voilà bon ils voulaient pas Ouais. quoi et là j'ai rencontré François Lemierre qui avait un élevage absolument incroyable
sincèrement, c'est le Mhm. plus beau que j'ai vu en termes. Enfin, lui déjà est un homme passionnant, un homme de cœur avec un profond respect pour les animaux, pour le vivant, mais aussi une sagesse, une philosophie qui m'a inspiré. Il a 160 hectares de terrain sur lequel vivent en pâturage ses vaches donc il a des Angus et des limousines, il élève les deux avec un Mhm. taureau qui se promène, qui fait ses affaires naturellement. Enfin, et à côté de ça, il dirige une boîte qui fait 50 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, il travaille Ouais. juste 1 ou 2 heures par jour le matin dans sa ferme. Et je lui dis, mais comment c'est possible d'avoir un cheptel de 100 vaches en y allant que 1 ou 2 heures par jour, tu vois? Il me dit, bah c'est simple, je les laisse Ouais. faire leur vie et comme tout va bien, bah tout se passe tout seul, quoi. Miracle. Et lui, il est agriculteur, enfin, il est éleveur par passion. Tu vois, il a pas besoin de ça financièrement, etc. Juste Mhm. par passion, tu vois. Et il m'a touché. Je trouvais que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il me racontait et tout, c'était trop bien. Et je me dis, putain, et je lui propose de se faire labelliser. Il me dit, bah non, j'ai pas du tout envie, machin. Et je me dis, putain, c'est quand même dommage. Moi, j'ai plein de demandes, j'ai plein de gens qui veulent acheter Féroce. Et lui, je trouve un élevage qui est parfait et je peux pas le vendre parce qu'il est pas labellisé. Et donc là, je me suis dit, est-ce que je prends Ouais. pas le problème à l'envers? Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que les gens ont besoin d'un label? Parce que c'est un tiers de confiance. Ils peuvent pas aller vérifier, comme moi j'ai été vérifié, la façon dont ont été élevés les animaux. Donc j'ai eu l'idée d'ajouter un QR code sur mes étiquettes qui recrée ce lien entre la terre et l'assiette. Et c'est ça en fait la certification féroce. C'est qu'aujourd'hui on a 12 fermes qui sont partenaires. On produit à peu près 6 tonnes de viande par mois. Et chaque ferme s'est engagée à répondre à notre cahier des charges. Donc ça, c'est une obligation de moyens comme en agriculture biologique, sauf que nous, on a ajouté à ça une obligation de résultat. Et cette obligation de résultat, elle peut pas mentir et on la donne avec une transparence totale au client. Et elle existe, elle se matérialise par des analyses labo. Donc comme je le disais, on analyse en labo tout, les polluants, le profil d'acides gras, les métaux lourds, pesticides, résidus médicamenteux, la quantité de haies sauvages, de temps passé en extérieur, etc. pour l'impact environnemental. Et toutes ces Mhm. informations-là, qui est axé sur le site, mais aussi quand tu scannes le QR code, et tu sais exactement ce que tu as dans ton assiette. Et tu as même une petite vidéo de l'éleveur, etc., avec une petite interview qui te permet de le comprendre, de le rencontrer, et de voir un petit peu comment ça se passe. Et donc, tu vois, ça sert plus à rien d'avoir un label dans ce contexte parce que tu as la preuve de ce que tu as dans ton assiette. Et tu vois, par exemple, tu me disais tout à l'heure qu'on avait une huile d'olive. Bah, c'est vrai, on a une huile Oui. d'olive et elle est issue d'un moulin qui est labellisé agriculture biologique. Bah, sur le site et même sur la bouteille, je le mets même pas. Pour moi, c'est même plus un critère, Ah tu vois. ouais. Euh, pour D'accord. moi, voilà, pour moi, et en plus, le bio, tu vois, bah, je te prends le cas de l'huile d'olive. Il y a une étude de 60 millions de consommateurs là qui vient de sortir, qui a testé 22 huiles d'olive du commerce, dont la moitié à peu près qui était bio. Et ben en réalité, elles étaient toutes polluées aux hydrocarbures et résidus de plastique, même les bio. Ah ouais. Et Ah donc ouais. ça, c'est sur la partie pollution et sur la partie densité nutritionnelle. La moyenne des huiles d'olive vendues en grande surface, elle est à 150 mg par kilo de polyphénol. Les polyphénols, c'est les composés bénéfiques, pour faire simple, qu'il y a dans l'huile d'olive. Pourtant, quand on lit les études qui vantent les bienfaits de l'huile d'olive, ils ont des huiles d'olive supérieures à 400 mg par kilo. Ouais. Donc 3 Ouais. à 4 fois plus que ce que tu as en grande surface. Celle de féroce, elle a 622. Et celle de féroce, ben, elle est exempte de polluants. Et moi, je te le prouve, tu as toutes les analyses labo, même les facteurs d'oxydation. Je te garantis que c'est une récolte de l'année dernière. Tu regardes, il suffit, t'as même pas besoin de me croire. Tu vas en grande surface, tu prends n'importe quelle bouteille d'huile d'olive bio, tu regardes la provenance, il y a écrit mélange d'huile d'olive issu d'Union Ouais. européenne et hors Union européenne. Donc déjà, ça veut dire Mhm. il y a pas de provenance unique. On ne sait pas quand ça a été récolté et il y a eu des mélanges. Bah tout ça, c'est sûr que c'est des facteurs d'oxydation. Et donc Ouais. l'oxydation, c'est ce qui dégrade tous les composés bénéfiques de l'huile d'olive. Donc autant Mhm. dire que, à part des acides gras, ça certes, ils sont toujours là, ils sont stables. Oui. Tous les composés bénéfiques, ils ont disparu. Et pourtant, c'est labellisé bio. Ouais. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. C'est qu'on croit aussi se faire du bien, mais en réalité, on n'a pas tous les chiffres et toute la data, quoi. Si Exactement. je peux te prendre 5 minutes de plus de ton temps, si Allez, je va pour cinq peux. minutes. La dernière Parce que je suis question. bavard. Ouais. Mais c'est passionnant, hein. Merci de nous accorder de ton temps. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, parce qu'on a souvent... Attends, je m'allume ma lumière parce qu'on ne me voit plus. On a souvent donc des personnes qui vont argumenter, qui vont dire, bah non, bah la viande, c'est mauvais pour l'environnement et surtout c'est mauvais pour la santé. Je vais me focaliser plus sur la santé
parce qu'il y a des études, notamment, enfin il y en a plusieurs qui sont assez connues, mais il y a pas mal d'études qui sont sorties, qui ont établi un lien direct entre la viande et certains cancers, entre la viande et certaines maladies cardiovasculaires, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu réponds à ça? En réalité, c'est des études qui montrent des corrélations et pas des causalités. De la même Ouais. façon qu'il peut y avoir une corrélation entre le fait de manger des glaces et les coups de soleil. Est-ce à dire que les glaces font les coups de soleil? Bah non, il y a un autre facteur qui est le soleil. Bah, pendant longtemps, on a cru que les végétariens vivaient plus longtemps que les omnivores. En réalité, c'était lié au biais de l'utilisateur en bonne santé, qui dit que les végétariens ont par ailleurs une conscience écologique et nutritionnelle plus importante, mangent moins de produits transformés, font plus leurs courses dans des magasins bio, consomment moins d'alcool, ont moins tendance à fumer et à faire et à être sédentaires, donc ils font plus de sport. Et en fait, c'est tous ces facteurs annexes qui fondaient leurs avantages de survie. Et maintenant, il y a des études plus récentes de bien meilleure qualité qui ont comparé les avantages de survie chez les végétariens par rapport aux omnivores, qui ont trouvé aucun avantage entre les deux groupes. Par contre, ils ont trouvé des avantages chez ceux qui faisaient leurs courses dans des magasins bio par rapport à ceux qui faisaient leurs courses dans des magasins conventionnels. Et là encore, peut-être que c'est Mmh, lié au fait que ce soit bio, ou peut-être que c'est lié à ces autres facteurs qui sont que, oublié. moi, tu vois, je fais mes courses dans un magasin bio et je m'intéresse à la santé et je connais des gens qui ont une hygiène de vie déplorable, ils en ont rien à fiche du bio. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Ouais. Ensuite, sur la corrélation qui avait été montrée en 2015 par l'OMS entre la consommation de viande rouge et le cancer colorectal, elle était de faible Mhm. magnitude, donc statistiquement non significative. Et il y a une étude beaucoup plus récente qui est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait aucune preuve actuelle qui motive une réduction de la consommation de viande rouge dans le cadre de la prévention des cancers. Et donc cette étude, elle est validée, c'est une grande méta-analyse qui a été validée par des pairs, etc., qui fait consensus. Il reste la question des maladies cardiovasculaires. Et là, ça porte à la croyance que dans la viande rouge, il y a des graisses saturées, que les graisses saturées augmentent le cholestérol et que le cholestérol bouche nos artères et cause des maladies cardiovasculaires. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, la viande rouge, c'est pas que des graisses saturées. En fait, dans l'huile d'olive, tu as à peu près 65 à 65%, on va dire, en moyenne d'acide oléique, donc d'acide monoinsaturé. Et puis le reste, bah, c'est potentiellement des acides gras saturés. Donc, tu as des acides gras saturés dans l'huile d'olive. Dans la viande rouge, tu as Mhm. à peu près 45% à 45% d'acides gras saturés. VS 35 dans l'huile d'olive, donc tu vois, tu as 10% de plus, mais bon, voilà, c'est juste, tu vois, ça joue comme ça. Et puis le reste, bah, c'est pareil, c'est d'acides gras monoinsaturés, et puis un peu de polyinsaturés, que sont les oméga 3, etc. Donc déjà, la viande rouge, c'est pas que des acides gras saturés. Le suif de bœuf d'air que je commercialise, voilà, il a 45%, entre 40 et 45% d'acides gras saturés. Donc on n'est pas sur le Mhm. même profil d'acides gras de l'huile d'olive, mais on n'en est pas si loin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que les graisses, donc si on focus sur les graisses saturées, est-ce que les graisses saturées causent les maladies cardiovasculaires? Bah déjà, on s'aperçoit que les graisses saturées n'augmentent pas le cholestérol sanguin. En réalité, la majorité du cholestérol, il est endogène, il est métabolisé par le corps, et il n'y a que 20% qui viennent de l'alimentation, et le corps module sa production de cholestérol en fonction des apports alimentaires. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est, et d'ailleurs, les graisses saturées, elles ont plein d'utilités dans le corps. C'est les précurseurs de toutes les hormones stéroïdiennes, enfin, ça a plein d'utilités. En plus, il y a différents types d'acides gras saturés. Tu as les acides gras saturés à chaîne courte, par exemple, qui sont directement métabolisés par le microbiote, à chaîne moyenne aussi, et qui servent justement à l'équilibre du microbiote, mais aussi qui sont utilisés par les cellules épithéliales pour se régénérer, pour régénérer le mucus, etc., et qui ont des effets protecteurs sur cette muqueuse, qui est fondamentale dans le système immunitaire et les maladies auto-immunes et dans ces problèmes de leaky gut, d'intestin perméable. Bon, Mhm. euh, et, euh, et, et pour terminer sur est-ce que le cholestérol fonde les maladies cardiovasculaires, eh bien, il y a une étude où ils sont amusés à remplacer. Et donc là, pour le coup, contrairement aux études précédentes qui sont des études de corrélation, donc ils ont observé une corrélation entre ceux qui mangeaient beaucoup de viande rouge et tel problème de santé, sachant que c'est des études souvent menées aux États-Unis et que aux États-Unis, la viande rouge, c'est souvent de la viande transformée. Donc Oui, on parle même pas de la qualité, etc. Je te parle même pas de la qualité d'élevage. Là, je te parle du fait qu'elle est transformée et qu'il y a plein oui, d'excipients, exactement. de colorants, etc. Mais surtout, Ouais. ils la mangent dans des hot dogs, dans des burgers, etc. Donc avec plein de sauces qui sont riches en huile de graines et avec des glucides raffinés, plein de colorants, de Et conservateurs, en etc.
Ouais, et comment on dit Et, high corn fructose syrup en sirop de ouais, en maïs? sirop de Comment dire? ouais, sirop de maïs, ouais, ouais, ouais. Ouais, Et mais c'est le ouais. et donc voilà, donc ces études elles sont souvent faites et donc voilà, et donc c'est vrai que les gens aux États-Unis qui mangent plus de viande rouge en général, ils mangent plus de fast-food. C'est pas des gens comme nous qui Ouais. mangeons plus de viande rouge de qualité, élevée à l'herbe avec des légumes cuites de façon donc pas cuites à haute température parce qu'on sait que la cuisson à haute température, mais de tout hein, crée ce qu'on appelle Mhm. des AGE qui pour le coup sont cancérigènes. Enfin voilà, il y a tout Ouais. ça à prendre en compte. J'en Marion reviens à mon Kaplan en parle étude beaucoup de ça. j'en reviens à mon étude où ils ont remplacé les graisses saturées par des glucides raffinés. Et donc là, pour le Mm. coup, c'est pas une étude de corrélation, c'est une étude interventionniste. Donc C'est-à-dire? c'est-à-dire que ils ont modifié l'alimentation de gens qui mangeaient beaucoup de glucides raffinés, donc beaucoup de pain, etc. Et en augmentant de façon drastique la consommation de graisses saturées, donc en ajoutant du beurre, enfin voilà, du fromage, de la viande, etc. à la place de toutes ces glucides raffinés, etc. Et donc là, on pourrait se dire, bah, si c'était les graisses saturées le problème, les risques cardiovasculaires devraient diminuer. Et ben, ils n'ont pas Mhm. diminué, ils ont augmenté, et ils n'ont pas fait qu'augmenter, ils ont flambé. Et là, tu vois, c'est là où c'est intéressant parce que si tu t'arrêtes aux études, parfois tu es un peu ballotté, même, enfin tu vois, t'en as qui disent ceci, t'en as d'autres qui disent cela. Je pense que c'est intéressant de regarder un peu les bases de la physiologie. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand tu manges des glucides raffinés? Eh ben, ces glucides raffinés, ils sont transformés en glucose, et donc ça fait augmenter la glycémie sanguine, donc le taux de sucre dans le sang, et, euh, et le corps, il fonctionne sous un principe d'homéostasie. C'est-à-dire que le sucre sanguin, il doit toujours rester entre deux barrières. Si ça monte trop haut, c'est toxique et ça peut le tuer. Si ça descend trop bas, c'est un risque et ça peut aussi le tuer. Donc il faut vraiment que ça reste entre ces deux barrières. Mhm. Quand tu manges des glucides raffinés, le taux de sucre dans le sang augmente en flèche. Et donc là, pour compenser, le corps et le pancréas va sécréter de l'insuline qui va pousser ce sucre dans les cellules musculaires et dans les cellules hépatiques en priorité. Sauf que si tu es sédentaire et que tu fais pas du jeûne intermittent, tes stocks de glycogène musculaire ils sont déjà remplis et tes stocks de glycogène hépatique ils sont remplis aussi. Donc ce sucre, il peut pas rentrer ni dans les muscles ni dans le foie. Donc qu'est-ce que fait le Voilà. foie? Le foie c'est vraiment la banque du corps, donc il route les choses là où ça doit aller, là où il y a de la place. Et ben il va les transformer en triglycérides. Il va les transformer en triglycérides et il va utiliser des petites voitures pour emmener ces triglycérides dans les cellules adipeuses. Et ces petites voitures, c'est les VLDL ou le cholestérol LDL, qui est considéré comme le mauvais cholestérol. Et donc en Ouais. fait, on dit que Mauvais. ouais, on dit que c'est le mauvais cholestérol. En fait, c'est juste le signe que eh ben, ton foie, il est en train d'envoyer des triglycérides dans tes cellules adipeuses. Et ça, c'est pas lié au cholestérol, c'est lié au fait que tu aies mangé trop de glucides raffinés, trop de glucides tout court d'ailleurs, parce que là je parle des glucides raffinés, mais en fait, quand tu manges trop de glucides de façon chronique, ça revient au même. Et donc, que le foie, Ouais. il sait pas quoi faire de cet excès de sucre, et donc, il doit utiliser des petites voitures en quantité pour aller les mettre dans les cellules adipeuses. Bon après normalement et après pour causer des problèmes cardiovasculaires, c'est quand ces petites voitures elles deviennent inflammées. Mais le fait qu'elles soient plus nombreuses et que tu aies plus de cellules adipeuses crée de l'inflammation et donc un effet systémique qui commence à créer ce qu'on appelle des plaques d'athérome dans les vaisseaux et les Dans artères. les artères. Et lorsque ces plaques s'accumulent, ça rigidifie les artères, ça réduit leur diamètre, ce qui augmente la pression sanguine. Donc en augmentant la pression sanguine, ça fatigue le cœur parce qu'il n'est pas conçu pour ça. Donc ça, c'est le premier facteur de risque. Et le deuxième facteur de risque, c'est que quand, au bout d'un moment, c'est trop bouché, eh ben, elles se cassent. Et en se cassant, elles font un caillot et elles vont bloquer une artère. Et en bloquant une artère, si c'est une artère cérébrale, ça fait un AVC. Si c'est une artère du cœur, ça fait ce qu'on appelle une crise cardiaque parce que le cœur, c'est un muscle et donc il a besoin d'être irrigué en sang aussi pour fonctionner. Mhm. Et un dernier point par rapport à ça, tu vois, au final, on entend graisse saturée, donc tout de suite on se dit ça va saturer nos artères. En fait, ça s'appelle graisse saturée, c'est lié à leur structure moléculaire, parce que tous les atomes carbone sont saturés d'hydrogène, contrairement aux acides gras monoinsaturés avec une double liaison ou polyinsaturés avec deux doubles liaisons. Donc on devrait plutôt parler de graisse stable par rapport à instable. Les graisses saturées, elles sont stables parce que elles ont aucune double liaison et donc elles vont être stables à Ouais. la cuisson et c'est plutôt une bonne chose. Contrairement aux polyinsaturés qui sont très instables, qu'on ne devrait pas chauffer. Les oméga 3, faut pas les faire chauffer, tu vois. Et, euh, et donc, et donc, ce qui sature en réalité nos artères, c'est pas les graisses saturées,
c'est tout cet effet systémique qui est en fait lié à une consommation accrue de glucides. Et ça, tu vois, c'est une compréhension physiologique, mais c'est confirmé par des cardiologues. J'ai enregistré là il y a pas longtemps avec un cardiologue qui est assez connu en France parce qu'il a mené une méta-analyse, donc c'est le plus haut niveau Ouais. de preuves, on va dire, scientifiques sur les statines. Les statines, on les prescrit normalement après un accident cardiovasculaire pour diminuer le cholestérol. Donc on se dit que si le cholestérol était le coupable, eh ben, les statines devraient apporter des avantages significatifs. Voilà. Et lui, dans Et sa malheureusement, on méta-analyse, est toujours en il, croissance. et lui, avec les statines, avec sa méta-analyse, il a montré que les statines, donc, il a comparé des gens qui, pendant 5 ans, avaient pris des statines par rapport à ceux qui n'en avaient pas pris. Ceux qui avaient pris des statines n'annulaient pas la survenue de l'accident, c'est-à-dire la crise Ouais, cardiaque, simplement la retardaient de 16 jours. Donc, en fait, ceux qui n'en ouais, avaient pas pris pendant 5 ans, ils mourraient un jour X, et ceux qui en avaient pris pendant 5 ans avec tous les effets secondaires associés, ils mourraient 16 jours plus tard. Et donc, ouais. ça c'est le modèle Hyper traditionnel. intéressant. Et donc, lui, son Mhm. modèle, sa prescription, c'est, la moitié de sa prescription, c'est de modifier son alimentation pour une alimentation low carb, donc en diminuant la part de glucides et en augmentant la part de protéines et de graisses. Ça veut pas dire qu'on enlève les végétaux, hein. Ça veut juste dire qu'on réduit drastiquement l'apport glucidique, les céréales et les produits transformés. L'apport glucidique. Ouais, Et 50% de sa prescription, c'est l'activité physique. Et là, on parle pas de faire du sport. Il conseille simplement d'aller marcher. Et ben ça, contrairement aux statines qui te permet de mourir 16 jours plus tard, ça permet vraiment et réellement à ses patients, et il l'observe en clinique, de guérir. Donc, pas de retarder l'événement, de le supprimer. C'est quand même ouais. hallucinant. C'est hallucinant. C'est incroyable. Je pourrais t'écouter parler encore pendant des heures. Merci David parce que tu expliques les choses de manière tellement claire. Ça se voit que tu es absolument passionné. On dirait que c'est ton métier depuis 20 ans. D'être micronutritionniste ou biologiste et c'est vraiment c'est hyper intéressant. Je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions de manière hyper claire et hyper complète. Si jamais il y a des personnes qui ont d'autres questions, vous allez pouvoir les mettre en commentaire sur la chaîne, sur la vidéo YouTube qui sera sur notre chaîne YouTube Bien-être auto-immune. Et puis on essaiera d'y répondre. Si David il a le temps, peut-être que je lui enverrai quelques-uns pour qu'il réponde aussi. Mais sinon nous on essaiera d'y répondre aussi. Mais merci David, c'était absolument incroyable les détails dans lesquels tu rentres et je pense que ça, on a vraiment une vraie compréhension et toi, tu as une vraie compréhension de nos besoins biologiques en fait fondamentaux. Et quand on parle de santé, en fait, il faut juste revenir. C'est ce que tu disais, c'est que oui, attends, il y a telle étude et en vrai, on peut prouver tout et son contraire de par les études. Mais si on a une vraie compréhension de la biologie humaine et des besoins biologiques, et ben c'est là en fait qu'on va trouver les clés de la santé. C'est vraiment là-dedans. Oui, je pense que c'est ça Euh, qui permet de développer une forme d'autonomie de pensée, justement. Tu vois, de pas être ballotté exactement, par les dogmes et les idéologies. exactement. On dit toujours, on radote ça, mais chez Bien-être auto-immune, on dit toujours, il faut être acteur de sa santé. Et c'est vraiment, c'est là que ça commence. C'est quand on a le pouvoir en nous et c'est nous qui prenons nos propres décisions, qui nous faisons nos propres idées. Et puis, bah oui, ça passe par de l'éducation. Il faut s'éduquer, il faut apprendre, il faut mieux comprendre son corps, l'environnement et les impacts. Mais ça demande un petit peu plus de travail. Mais en réalité, je rêve d'un monde dans lequel on apprend tout ça à l'école parce que ça devrait être les bases. Mais ça arrivera un jour, hein? Tu vas fonder une école peut-être, David. Déjà pour les agriculteurs, après on verra. Mais en tout cas, un grand merci Ouais, Laurent voilà. pour ton invitation, pour tes compliments. Et en réalité, tout ce que j'apprends, je l'apprends par mes formations, mes lectures, mais surtout par les invités que je reçois sur Limitless. Et donc, tu fais Ouais. partie de ces invités. Tu m'as permis d'apprendre et de découvrir, de comprendre beaucoup de choses sur les maladies auto-immunes. Et on a un épisode donc qui sort sur Limitless Project le 27 juillet, qui est merveilleux. Oui, Donc, merci d'avoir aussi contribué à ce projet. Et puis, peut-être que ta super. communauté sera contente de l'écouter. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses passionnantes. Bah, j'espère. Oui, donc rendez-vous sur Limitless Project, sur le podcast. Bah, merci David. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci Laurent, à bientôt, bye bye.